Bonsoir tout le monde, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de la lecture de Raison et Sentiment, un roman de Jane Austen, un roman paru en 1811. Alors le texte initial a en fait été écrit en 1795 et probablement sous forme épistolaire et il avait pour titre le nom des deux héroïnes. Elinor et Marianne. Et oui, c'était souvent le cas pour de nombreux romans écrits par des femmes au XVIIIe siècle. Mais le choix du titre définitif pour la publication de 1811 est devenu Sense and Sensibility, Raison et Sentiment, traduit en français. Alors, pour vous raconter brièvement l'histoire, puisque si vous nous rejoignez tout juste, c'est l'histoire, c'est une injustice en fait. Il y a une histoire d'un héritage entre Elinor et Marianne Dashwood qui sont contraintes de quitter le Sussex pour le Devonshire, où elles sont rapidement acceptées par la bourgeoisie locale étriquée et à l'hypocrisie feutrée. L'aînée Elinor a dû renoncer à un amour en quittant le Sussex, qui semblait être partagé. Et tandis que Marianne s'éprend bien vite d'un séduisant jeune homme. Alors si Elinor, qui représente la raison, dissimule ses peines de cœur, sa cadette, elle, est une personnalité tout autre et elle étale son bonheur au grand jour. C'est une passionnée, elle est incapable de masquer ses sentiments. Je me retrouve étrangement dans le personnage de cette jeune femme. Voilà, jusqu'au jour où son jeune amoureux disparaît. Que va-t-il se passer? Comme je vous le disais, c'est un roman qui a été publié en 1811, qui est considéré comme le premier grand roman anglais du 19e siècle. Et l'auteur a influencé Jane Austen, donc a influencé de nombreux écrivains majeurs tels que Henry James, Virginia Woolf et Catherine Mansfield. Voilà, je vous propose de repartir en voyage dans notre petite lecture de Raison et Sentiment. Si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en utilisant le hashtag VBN. Maintenant, je pense que vous savez tout. On est parti? Allez, vous êtes bien installés? Bonne lecture. C'est certainement une fâcheuse chose, répondit Monsieur Dashwood, d'avoir ce genre de charge annuelle sur ses revenus. Votre fortune, comme le dirait si bien votre mère, n'est plus à vous. Être assujetti au paiement d'une telle somme, à jour fixe, n'est pas agréable. On y perd son indépendance. Sans aucun doute, et tout compte fait, on ne vous en a aucune reconnaissance. Les gens se tiennent pour garantie. Vous ne faites pas plus ce qu'ils attendent, et cela, vous ne faites pas plus que ce qu'ils attendent. Si j'oublie des mots, ça ne veut plus rien dire. On est d'accord. Donc les gens se tiennent pour garantie. Vous ne faites pas plus que ce qu'ils attendent, et cela ne vous attire aucun remerciement. Si j'étais à votre place, je garderais l'initiative de ce que j'ai à donner. Je ne m'obligerai pas à leur servir quoi que ce fût régulièrement. Cela pourrait devenir très gênant pour nous, certaines années, d'économiser 100 livres ou même 50 sur nos dépenses. Vous avez raison. Je crois, mon amour, il vaut mieux qu'il ne soit pas question d'annuité. Ce que je pourrais leur donner de temps en temps leur sera bien plus utile qu'une rente. Et si elles sont assurées d'un plus grand revenu, elles augmenteront leur train de vie et n'auront pas 6 pence de plus au bout de l'année. C'est certainement le meilleur procédé. Un cadeau de 50 livres, de ci, de là, les mettra à l'abri des embarras d'argent. Et j'aurai, je crois, amplement rempli ma promesse envers mon père. Certainement. Au fond, pour dire la vérité, je suis convaincue que votre père ne songeait pas du tout que vous leur donneriez de l'argent. Ce qu'il avait dans l'esprit, en parlant d'assistance, j'en suis certaine, c'était ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de vous. Par exemple, leur trouver une confortable petite maison, les aider à faire leur déménagement, leur envoyer des cadeaux de poissons et de gibier selon la saison. Je mettrais la main au feu qu'ils ne pensaient à rien d'autre. Et vraiment, le contraire eût été bien étrange et déraisonnable. Considérez, mon cher Dashwood, de quelle façon excessivement confortable votre mère et vos sœurs
peuvent vivre sur le revenu de 7000 livres, sans compter les 1000 livres revenant aux enfants qui leur rapportent 50 livres par an à chacune, et sur lesquels elles paieront certainement leur pension à leur mère. À elles, toutes, elles auront 500 livres par an. Et je vous demande ce que 4 femmes peuvent désirer de plus au monde. Elles vivront si économiquement, leur ménage sera si peu de choses. Elles n'auront besoin ni de voiture, ni de chevaux, à peine de domestiques. Elles ne recevront pas et n'auront pas de dépenses d'aucun genre. Imaginez seulement comment elles vont être à l'aise. 500 livres par an. Il est impossible d'imaginer comment elles feront pour en dépenser la moitié. Et pour ce qui est de leur donner quelque chose, il est tout à fait absurde d'y penser. Elles seraient bien plutôt en état de vous faire des cadeaux. Sur ma parole, dit M. Dashwood, je crois que vous avez parfaitement raison. Mon père, certainement, ne pensait pas à autre chose qu'à ce que vous venez de dire. Je le vois clairement à présent. Et je remplirai strictement ma promesse par des actes d'assistance et de bienveillance, comme ceux que vous venez d'indiquer. Lorsque ma belle-mère se retirera dans une autre maison, je mettrai de bon cœur mes services à sa disposition pour lui faciliter les choses de mon mieux. Je pourrais aussi lui faire quelques petits présents de mobilier. « Certainement !» répliqua Madame John Dashwood. « Mais il faut cependant voir une chose. Quand votre père et votre mère vinrent s'installer à Norland, bien qu'ils aient alors vendu leur mobilier, ils conservèrent tous leurs services de table, l'argenterie et le linge. Et tout cela revint maintenant à votre belle-mère. Sa maison sera donc maintenant complètement montée, dès qu'elle aura trouvé à se loger. C'est à considérer. C'est un legs qui en vaut la peine. Et certainement, il nous aurait été désagréable d'ajouter quelques pièces de ce service à notre propre vaisselle. Oui, le service de table pour le breakfast est 2 fois plus beau que celui qui est ici. Beaucoup trop beau, à mon avis, pour le genre d'endroit où elles iront vivre. Mais enfin, c'est ainsi. Votre père ne pensait qu'à elle. Et, je dois vous le dire, vous ne lui devez aucune gratitude particulière, ni aucun égard à ses vœux, car vous savez bien que s'il avait pu, il leur aurait donné tout au monde. L'argument fut irrésistible. Il acheva de donner à ses intentions ce qui pouvait encore leur manquer de fermeté. Et il décida finalement qu'il était absolument inutile, pour ne pas dire inconvenant, de faire pour la veuve et les enfants de son père autre chose que les actes de bon voisinage que sa femme venait d'indiquer. Madame Dashwood demeura à Norland plusieurs mois. Ce n'était pas qu'elle tint à s'y attarder. La violente émotion qu'elle éprouvait dans les premiers temps, à l'idée d'abandonner chaque coin familier de cette demeure, s'était apaisée. Et quand le sang-froid lui revint, et que son esprit fut capable d'autre chose que d'entretenir son chagrin en se repliant sur des souvenirs mélancoliques, elle ne souhaita plus que de partir. Infatigablement, elle était à la recherche d'une habitation dans le voisinage de Norland, car s'écarter de ce bienheureux Norland était impossible. Mais elle ne trouvait rien qui répondit à ses idées personnelles de confort et d'aisance, tout en tenant compte des observations prudentes de sa fille aînée, dont le jugement plus rassis avait fait écarter plusieurs projets d'installation trop onéreux pour leurs moyens, que sa mère aurait acceptés. Madame Dashwood avait été informée par son mari de la promesse solennelle que son fils leur avait faite à leur sujet, et qui avait été le réconfort de ces derniers instants. Elle ne doutait pas plus de la sincérité de cette promesse que ne l'avait fait de son mari, et elle s'en réjouissait à cause de ses filles. Car pour elle-même, elle était persuadée qu'une somme bien moindre que les 7000 livres dont elle disposait lui aurait largement suffi. Elle en était heureuse aussi, en ce qui concernait leur frère, qui montrait ainsi son bon cœur.
et elle se reprochait de l'avoir méconnu auparavant, en le croyant incapable de générosité. La manière aimable dont il se conduisait envers ses sœurs et elle-même acheva de la confirmer dans son espoir de le voir s'intéresser à leur bien-être. Et pendant longtemps, elle crut fermement à ses intentions généreuses. Le mépris dans lequel elle tenait sa belle-fille, qui remontait presque au début de leur relation, s'accrut considérablement pendant leur vie commune, et ces 6 mois leur donnèrent l'occasion de mieux connaître son caractère. Et peut-être en dépit de toutes les considérations qui lui dictaient la politesse et l'affection maternelle, il lui était impossible à ces 2 femmes de se supporter aussi longtemps, si une circonstance particulière n'avait incliné Madame Dashwood à souhaiter pour ses filles la prolongation de leur séjour à Norland. Cette circonstance était l'affection qui grandissait entre sa fille aînée et le frère de M. John Dashwood, jeune homme très distingué et sympathique, qui avait fait leur connaissance peu après l'installation de sa sœur à Norland, où il avait passé la plus grande partie de son temps. Plus d'une mère aurait encouragé cette intimité par intérêt, car Édouard Ferrars était le fils aîné d'un homme qui avait laissé une grosse fortune. Et plus d'une autre aurait cherché à la décourager par motif de prudence, car à part une somme insignifiante, toute la fortune était à la disposition de sa mère. Mais aucune de ces considérations n'avait d'influence sur Madame Dashwood. C'était assez pour elle qu'il fût agréable, qu'il aimât sa fille et que celle-ci le payât de retour. Il était contraire à tous ses principes d'admettre qu'une différence de fortune pût séparer un couple uni par une sympathie mutuelle. Et que quiconque avait l'occasion d'approcher d'Elinor pût méconnaître ses mérites était chose qu'elle ne pouvait même pas concevoir. Leur bonne opinion sur Édouard Ferrars n'était pas fondée sur le caractère particulièrement séduisant de sa personne ou de ses manières. Il se défiait trop de lui-même pour s'imposer. Mais quand il n'était pas plus gêné par sa timidité, toute sa conduite trahissait une nature ouverte et affectueuse. Ses dons avaient été largement développés par une solide culture. Mais ni ses talents, ni ses goûts ne le portaient à répondre aux vœux de sa mère et de sa sœur, qui ne désiraient que le voir se distinguer. Comment ? C'est ce qu'elles ne savaient pas. Elles auraient voulu qu'il fît grande figure dans le monde d'une manière ou d'une autre. Sa mère souhaitait de le voir faire de la politique, entrer au Parlement ou devenir l'intime des grands hommes du jour. Ces idées étaient partagées par Madame John Dashwood. Mais en attendant la réalisation de ses beaux rêves, elle se serait contentée qu'il conduisît un cabriolet. Malheureusement pour elle, Édouard n'avait pas de penchant ni pour les grands hommes, ni pour les cabriolets. Tous ses vœux tendaient au confort domestique et à la tranquillité d'une vie privée. Heureusement, il avait un frère cadet qui promettait davantage. Il était resté pendant plusieurs semaines à la maison, sans attirer beaucoup l'attention de Madame Dashwood, car elle était à ce moment-là tellement plongée dans son affliction qu'elle ne prêtait aucune attention à ce qui se passait autour d'elle. Elle avait seulement constaté qu'il était modeste et discret, et il lui plaisait à cause de cela. Il ne la troublait pas dans sa détresse en lui adressant la parole hors de propos. Elle fut amenée à l'observer de plus près et à l'apprécier davantage à la suite d'une réflexion que fit, par hasard, un jour, Elinor sur la différence de caractère qui existait entre lui et sa sœur. Ce contraste ne pouvait que renforcer la bonne opinion de sa mère. « Cela suffit, dit-elle. Reconnaître qu'il ne ressemble pas à Fanny revient à dire qu'il est parfaitement aimable. Et je l'aime déjà. »« Je crois qu'il vous plaira davantage, dit Elinor, lorsque vous le connaîtrez mieux. »« Me plaire ?» répliqua sa mère avec un sourire. « Je ne connais pas d'autre manière d'apprécier les gens que de les aimer. »« Vous pourriez l'estimer. » « Je n'ai jamais pu séparer l'estime de l'amitié.
Madame Dashwood se donna alors la peine de lier plus ample connaissance avec lui. Ses manières étaient attachantes et il sortit bientôt de sa réserve. Elle se rendit rapidement compte de ses mérites. Peut-être sa conviction qu'il s'intéressait à Elinor aida-t-elle à sa pénétration. Mais elle se sentit réellement certaine de sa droiture. Et même son apparente passivité, qui contrastait avec les idées qu'elle se faisait sur le comportement d'un jeune homme, cessa de la choquer quand elle se fut rendue compte de son caractère affectueux et de la vivacité de ses sentiments. À peine eut-elle saisi quelques symptômes d'amour dans son attitude envers Elinor, qu'elle considéra leur attachement comme certain et envisagea le mariage comme prochain. « D'ici quelques mois, ma chère Marianne, dit-elle, Elinor sera très probablement fixée pour toute sa vie. Nous la perdrons, mais elle sera heureuse. Oh, maman, comment ferons-nous sans elle? Mon amour, ce sera à peine une séparation. Nous vivons à quelques miles les unes des autres et nous nous rencontrerons tous les jours. Vous y gagnerez un frère vrai et affectueux. J'ai la plus haute idée du cœur d'Édouard. Mais vous avez un air grave, Marianne. Désapprouveriez-vous le choix de votre sœur? Peut-être, dit Marianne. Ai-je le droit d'être un peu surprise? Édouard est fort aimable et je l'aime tendrement. Mais cependant, ce n'est pas tout à fait le genre d'homme. Il lui manque je ne sais quoi. Sa physionomie n'a rien de frappant. Il n'a aucunement cette grâce qu'on doit attendre d'un homme capable de plaire sérieusement à ma sœur. Il n'a pas dans les yeux ce feu, cet éclat qui annonce la spontanéité et l'intelligence. Il ne semble guère d'avoir de goût pour la musique. Il admire beaucoup les peintures d'Elinor, mais ce n'est pas une admiration motivée. Mais oui, c'est ça, ce n'est pas une admiration motivée. Excusez-moi, je pensais que j'avais changé quelques mots, mais non. Il est évident, en dépit de l'attention qu'il lui porte fréquemment pendant qu'elle peint, qu'il n'y connaît rien. Il admire en amoureux, non en connaisseur. Pour me satisfaire, il faudrait unir les deux choses. Il me serait impossible d'être heureuse avec un homme dont les goûts ne cadreraient pas en tout point avec les miens. Il faudrait qu'il entre dans tous mes sentiments. Les mêmes livres, la musique devraient faire notre bonheur. Oh, maman, de quelle manière ennuyeuse, sans goût. Édouard nous a fait la lecture hier soir. J'étais si fâchée pour ma sœur. Pourtant, elle prenait cela très bien. Elle avait à peine l'air de s'en apercevoir. Je ne tenais pas sur ma chaise. Entendre ces beaux vers qui m'ont si souvent transportée, lus avec un calme aussi impénétrable, aussi imperturbable, une si parfaite indifférence. Il aurait certainement mieux rendu une prose simple et élégante. J'y ai pensé sur le moment, mais vous êtes allée lui donner Cowper. Eh bien, maman, s'il ne s'amuse pas en lisant du Cowper, mais il faut tenir compte de la différence des goûts. Elinor n'est pas comme moi. Elle peut donc passer là-dessus et être heureuse avec lui. Mais moi, si j'avais été éprise de lui, cela m'aurait brisé le cœur de l'entendre lire avec si peu de sentiments. Maman, plus je vois le monde, plus je suis convaincue que je ne trouverai jamais un homme que je puisse réellement aimer. Oh, je demande tant. Il faudrait qu'il eût toutes les qualités d'Édouard et que sa personne et ses manières leur ajoutent tout le charme possible. Rappelez-vous, mon amour, que vous n'avez pas même 17 ans. Pourquoi n'auriez-vous pas autant de chance que votre mère? Puisque votre destinée, ma Marianne, ne différait qu'en un seul point de la sienne. Voilà, c'est la fin du passage d'un des troisième chapitre
de Raison et Sentiment, un roman de Jane Austen, publié en 1811. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de cette lecture. En attendant, si vous devez aller vous coucher, eh bien, je vous souhaite une bonne nuit, faites de beaux rêves. Si vous commencez votre journée, bonne journée. Salut!